Depuis le coup de force de Donald Trump au Venezuela, on a l'impression que le président américain est gonflé à bloc. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. Cuba serait prêt à tomber, la Colombie serait dirigée par un homme qui vend de la cocaïne et la transfère aux États-Unis à tire-larigot, et le Groenland serait indispensable à la sécurité nationale américaine. Peut-être que vous vous en rendez pas encore compte, mais Donald Trump est en train de déstabiliser gravement l'ordre mondial. Il fait renaître la vieille doctrine Monroe, qu'il a renommée avec la première lettre de son prénom, la doctrine Donroe. They now call it the Donroe Document. Et il impose sa vision du monde, une vision brutale qui méprise le droit international. Alors pour comprendre les conséquences de l'opération américaine sur le Venezuela, on reçoit Benjamin Delille. Salut Benjamin. Salut et bonne année à tout le monde. Tu es journaliste au service international, ancien correspondant à Caracas et actuellement correspondant à Washington. Moi je m'appelle Corentin Courtois et vous regardez le Libescope. Il y a eu 3-4 jours assez intenses pour les États-Unis, le Venezuela, pour le monde. Toi, tu tires quels enseignements de ces 3-4 jours après l'attaque de Donald Trump contre le Venezuela ? Alors là, je pense qu'on commence à sortir un petit peu du choc de l'attaque de samedi et de l'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis. Mais clairement, ce qui s'est passé ce week-end, c'est un épisode un peu révolutionnaire, je dirais, d'un point de vue géopolitique, parce que c'était clairement dans les cartons de voir Donald Trump commencer à chambouler l'ordre mondial avec sa politique tarifaire, avec ses vues sur le Groenland, avec sa manière de vouloir régler toutes les paix tout le temps un peu au forceps comme un businessman. Mais là, ce qu'ils ont fait, les États-Unis ce week-end, ça dépasse un peu l'entendement de toutes les folies qu'ils ont mis en place depuis bientôt 1 an de leur retour à la Maison-Blanche, du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Faut juste poser les termes, c'est quand même un pays qui envoie des soldats dans un pays souverain, étranger, dans sa capitale, qui la bombarde au milieu de la nuit pour aller chercher son président, alors un président autoritaire, dictatorial, qui est jugé non légitime puisqu'il a volé la dernière présidentielle, certes, mais à quel moment est-ce qu'un pays étranger s'autorise à aller arrêter ce dictateur-là pour le juger sous ses propres lois, c'est-à-dire qu'il prive aussi les Vénézuéliens d'un procès contre cet homme qui est détesté par une partie de sa population, certes, mais qui va même pas avoir l'occasion de pouvoir le faire payer pour ses crimes. Ce sont les États-Unis comme un espèce de colon ou dans une posture très paternaliste qui disent nous sommes les meilleurs, les premiers. En fait, le Venezuela, c'est un peu une extension des États-Unis parce que c'est sur le territoire américain, donc ça nous regarde. On envoie balader le droit international et on va chercher ce type, on le ramène chez nous pour le juger. Benjamin, est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est passée cette opération ? Allez, je vais pas te demander de me le faire heure par heure, mais Ouais. quasiment. On veut comprendre comment ça s'est passé. Alors, il faut peut-être déjà juste préciser que ça fait quand même 4 mois qu'il y a une pression militaire très très forte qui est appliquée par les États-Unis contre le Venezuela, avec un déploiement de milliers de bateaux et de soldats dans les Caraïbes, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue. Et en fait, progressivement, on a compris que c'était pour mettre la pression sur le Venezuela. Donc, il y avait ça dans l'air et c'était une des possibilités. On savait qu'ils voulaient en finir avec Maduro. Et là, ce qui s'est passé était complètement dingue. On a d'abord entendu des explosions dans Caracas. Très rapidement, on a compris que c'était des bombardements. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont envoyé une attaque à peu près contre toutes les bases militaires de la capitale, mais aussi des États voisins pour clouer l'armée vénézuélienne au sol. Ils ont coupé l'électricité à Caracas, ils ont coupé Internet. L'espace pendant à peu près 3 heures pour permettre à un commando des forces spéciales de la Delta Force américaine de rentrer en hélicoptère sur le territoire vénézuélien, de se poser à Caracas, d'aller chercher Maduro dans une planque qu'ils avaient préalablement identifiée, parce que depuis des mois, en fait, depuis qu'avait commencé cette pression militaire, Maduro sentait que quelque chose se passait, il changeait de planque tous les soirs. Il avait à peu près entre 7 et 8 planques, il changeait. Et en fait, grâce à des agents infiltrés depuis le mois d'août, ils avaient identifié une de ces planques. Ils l'avaient, grâce à une source interne aussi au gouvernement, on a appris, on ne sait pas encore qui, et d'ailleurs c'est un grand sujet de spéculation, ils avaient reproduit cette planque
dans l'État du Kentucky aux États-Unis pour permettre à ses forces Delta de s'entraîner à faire sauter le plus rapidement les différentes portes blindées pour arriver dans la chambre à coucher de Maduro, où il était entouré de dizaines de gardes du corps. La plupart étaient cubains, parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est un deal de longue date entre les Vénézuéliens et les Cubains. Ils envoyaient du pétrole contre des services de renseignement cubains. Donc en fait, les présidents vénézuéliens depuis Chavez, avant Maduro, ont toujours été défendus par des Cubains. Donc on a cette force spéciale qui fait sauter les portes blindées, qui rentre dans cette espèce de bunker qui avait été construit, qui tue absolument tout le monde, sauf le couple Maduro qui essaye de s'enfuir. Et en fait, ils se rendent assez vite à l'évidence qu'il n'y a aucune issue. Et donc, ils se rendent et ils sont embarqués, exfiltrés de Caracas par hélicoptère. Ils se posent sur un bateau de l'armée qui était stationné dans les Caraïbes. Et là, celui-là les ramène d'abord à Guantanamo. Alors, Guantanamo, c'est à Cuba, mais c'est un espèce de petit point de Cuba qui est contrôlé par les Américains depuis très, très longtemps. Et où il y a eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais tous les prisonniers du 11 septembre qui ont été arrêtés là et parfois traités dans des conditions totalement inhumaines. Bref, c'est une aparté, mais de ce point-là, Maduro a été ramené en avion aux États-Unis. Juste, c'est dans le bateau qui l'emmène à Guantanamo que sort la première photo de Maduro capturée par les Américains ? Exactement, c'est une photo, petit doute quand même sur cette photo, c'est une photo qui est postée par Trump sur son réseau Truth Social, donc quelques heures après qu'il annonce la capture de Maduro et qu'il annonce qu'elle a réussi. Il poste cette photo où on le voit en sweat gris Nike avec un masque qui protège ses yeux pour l'empêcher de voir et un casque qui est censé le rendre sourd, ne pas lui permettre d'écouter ce qui se passe autour. Il tient une petite bouteille. Juste, on a quelques doutes sur le fait que cette photo soit authentifiée parce que Donald Trump, il nous a habitués à partager beaucoup de contenu fait par IA. Et il y a une petite possibilité que cette photo, elle ait été aussi faite par IA, mais dans tous les cas, il a été transporté sur ce bateau, ramené aux États-Unis, à Brooklyn, où il a été mis dans un centre de détention et où il devrait... en fait, il va être jugé à New York pour tout un tas de griefs qui lui sont reprochés, notamment narcotrafic, détention d'armes, conspiration. Et il va être jugé à New York dans les prochains mois. Merci beaucoup d'écouter cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Sachez aussi que c'est une discussion qui a été menée en direct sur Twitch, donc vous pouvez nous y rejoindre. Et maintenant, vous pouvez même nous écouter en podcast. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Quand même, Donald Trump, normalement, il n'a pas le droit de faire ça tout seul. Ok, il est président, mais il peut pas en claquant des doigts décider « Allez hop, on va prendre n'importe quel président de n'importe quel pays, on le ramène aux États-Unis et on le juge ». Il peut pas faire ça. Non, alors, il y a rien de légal, en fait, dans tout ce qui a été fait. Déjà, c'est une entrave il s'est vraiment assis sur le droit international et le respect de la souveraineté du Venezuela, son droit à l'autodétermination, etc. Il a complètement ignoré les règles du droit international telles qu'elles ont été édictées après la Seconde Guerre mondiale pour ramener un petit peu d'ordre dans un monde de brutes. Et surtout, il a aussi contrevenu aux règles et au droit américain, parce que pour organiser une attaque comme ça contre un autre pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il était censé avoir l'aval du Congrès. Or, ce Congrès, il ne l'a pas consulté, sous prétexte que toute information qui aurait été divulguée sur cette opération risquait de fuiter et aurait pu la compromettre. Mais le problème, c'est que le droit américain ne fonctionne pas comme ça. Le Congrès est tenu aussi à un droit de secret défense quand il est informé par l'exécutif américain d'une mission qui peut être celle-ci, comme ce fut le cas notamment avec l'assassinat de Ben Laden en 2011. Voilà, là, le Congrès n'est même pas notifié, n'est même pas consulté. Et pire que ça, il se fait en fait marcher dessus par Donald Trump qui, lorsqu'il annonce... Finalement, il explique l'opération samedi dans une adresse à la nation avec tous ses ministres derrière, dit vous savez, tout ce qui passe au Congrès fuite sous prétexte les élus des États-Unis ne respectent pas le secret défense et donc on ne peut pas leur faire confiance. Ce qui est un mépris total pour les élus américains et notamment les élus républicains qui pourtant soutiennent sa politique. Et d'autant que c'est peut-être un détail, mais il n'a même pas mené cette opération depuis une institution américaine, il l'a fait depuis sa propre résidence à Mar-a-Lago, c'est ça ? Ouais, il l'a fait depuis sa résidence où il était en vacances pour les fêtes. Enfin, vacances, entre guillemets, mais voilà. J'ai une question dans le chat de quelqu'un qui se demande quel est l'état d'esprit des Vénézuéliens sur place, depuis du coup l'exfiltration de Maduro, ce qui permet aussi de comprendre ce que c'était la dictature de Maduro au Venezuela.
Donc, pour commencer, comment les Vénézuéliens ont pris l'exfiltration de Maduro? Alors, c'est toujours dur de parler à la place de personnes, mais il faut savoir que Maduro était très, très impopulaire, qu'il s'est maintenu au pouvoir d'une main de fer pendant des années. Il a mis en place une répression très, très, très dure contre ses opposants. Et donc, globalement, le premier sentiment qui a traversé l'esprit de beaucoup de Vénézuéliens à l'intérieur et en dehors du pays au moment de sa capture, ça a été une forme de soulagement. Ça a été beaucoup plus notable chez les Vénézuéliens de la diaspora, parce qu'il faut savoir qu'à cause de la crise économique et de la crise politique au Venezuela, il y a quand même un quart de la population qui s'est fait la malle entre 2015 et aujourd'hui. Ça, c'est des chiffres de l'ONU. Donc des personnes qui habitent dans le reste de l'Amérique latine, beaucoup aux États-Unis, beaucoup aussi en Europe, notamment en Espagne. Et ces gens-là, ils ont une haine viscérale de Maduro et ils ont clairement célébré cette capture. Beaucoup, en fait, sont plutôt contents du fait que les États-Unis aient pris cette initiative-là. Alors, c'est pas forcément entendable et facile à comprendre quand on voit la violence et la brutalité avec laquelle l'a fait Donald Trump, mais en fait, je pense qu'il faut se mettre à leur place au sens où il y avait une telle haine de cette personne, et en fait, beaucoup ont perdu toutes leurs économies, toute leur vie. Certains ont perdu des proches qui ont été tués dans des manifestations, qui ont été emprisonnés sous le régime de Maduro. Et donc, eux, leur première expression, c'était de dire « laissez-nous savourer la chute du dictateur ». Ce qui est compliqué à comprendre quand on voit la manière dont ça a été fait. Et encore plus compliqué quand on voit la manière dont, en fait, cette opération affecte le Venezuela aujourd'hui. Les Vénézuéliens au Venezuela, ils n'ont pas eu cette occasion de fêter la capture de Maduro parce qu'en fait, le régime qu'il avait mis en place est toujours là. Oui. Et c'est toujours les mêmes personnes qui gouvernent le Venezuela. C'est vrai que ça, c'est un point qui est important. On peut voir d'un certain point, Donald Trump est un héros, il a enlevé un dictateur. En fait, pas du tout, il n'a pas enlevé une dictature, il a enlevé un président et sa dictature est toujours en place. Rien ne change. Exactement. Pour l'instant, rien ne change. Alors, il y a eu tout ce discours de Donald Trump le soir, le jour où il a expliqué l'attaque dans son adresse à la nation en disant « Nous allons diriger le Venezuela », encore une fois avec un discours. Ça, c'est encore une explosion géopolitique de se dire qu'en 2026, on a un pays qui assume en fait d'occuper politiquement un autre pays. Et sa justification a été de dire en fait on garde les mêmes personnes et ils ont intérêt à organiser une transition démocratique, sinon on les bombarde de nouveau. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans un pays qui garde les mêmes autorités, où il y a une répression qui était déjà très forte, et des gens qui restent en fait complètement apeurés, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer, ils ne savent pas si les États-Unis vont bombarder de nouveau, ils ne savent pas s'il va y avoir aussi des réactions des autorités au pouvoir pour se venger, pour aller chercher des taupes, pour aller arrêter des opposants en supposant qu'ils ont aidé les États-Unis, etc. Et donc, ça crée un climat de répression, de tension qui est extrêmement fort. Je crois que depuis ce week-end, en fait, l'activité économique est complètement paralysée. Les magasins sont fermés, les gens restent chez eux, ils font des réserves. Et c'est un truc dont ils sont habitués, les Vénézuéliens, parce qu'il y a eu énormément de moments de violence politique dans leur vie au cours des 10 dernières années. À chaque fois, parce qu'il y avait des crises contre la légitimité de Maduro qui restait au pouvoir un peu contre vents et marées. Et en fait, pour eux, c'est un nouvel épisode de souffrance, ce qui se passe là. Beaucoup, je pense, se disent c'est une bonne chose que Maduro ne soit plus président, mais c'est une mauvaise chose qu'on se retrouve dans une instabilité qui pourrait être pire encore. Parce qu'il y a des gens pires que Maduro dans son entourage, il y a des gens encore plus violents, encore plus répressifs. Et je pense que ça, c'est une peur fondamentale des Vénézuéliens qui sont sur place. Et pour ceux de l'extérieur, ça devrait aussi l'être aussi. On a un commentaire dans le chat qui résonne avec ce que tu nous expliques. Abirol qui dit « C'est pas dit que Donald Trump change le régime et s'il le fait, est-ce que le suivant sera meilleur pour eux ? C'est pas certain. » Absolument. Bon, alors du coup, Donald Trump, pourquoi il s'est emmerdé à aller choper le président vénézuélien si c'est pour, au final, laisser une dictature qui est tout à fait similaire, est-ce que c'est vraiment pour endiguer le narcotrafic ? Ça, c'est le narratif utilisé par Donald Trump depuis le début pour justifier son opération. Ce qui est intéressant, c'est que ce narratif, il sert à justifier l'arrestation de Maduro comme si c'était du droit pénal américain. C'est-à-dire, on va chercher un narcotrafiquant, on va le juger chez nous parce qu'il a participé au trafic de cocaïne qui affecte les États-Unis. Déjà, non seulement en droit international, ça ne tient pas du tout, mais surtout, quand il a justifié la capture de Nicolas Maduro, qu'il a commencé à
parlé de l'après, il a aussi dit qu'en occupant le pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition, ils allaient s'emparer pour se rétribuer, en fait, pour se rembourser de cette opération et aussi de vieilles nationalisations qui ont été faites au Venezuela, du pétrole. Parce qu'il faut le savoir, le Venezuela, et c'est un peu sa malédiction d'ailleurs, c'est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est un pétrole très lourd, c'est un pétrole qui est compliqué à raffiner, mais c'est une réserve, une manne potentielle qui est très, très importante. Et ce qui est complètement dingue dans le discours de Donald Trump samedi, c'est qu'il assume qu'il va prendre possession de cette ressource-là, donc des sous-sols, des ressources pétrolières d'un autre pays, pour se rembourser et pour ensuite l'exploiter et le vendre au reste du monde. Ce qui est quand même complètement dingue parce que même dans l'impérialisme américain, c'est pas une nouveauté. L'interventionnisme des États-Unis en Amérique latine, c'est quelque chose qu'on a vu tout au long du XXe siècle. Et ça s'était calmé et c'est revenu en force avec Donald Trump. La différence, c'est que autrefois, les États-Unis masquaient ou en tout cas polissaient leur interventionnisme en assurant le faire pour les valeurs de la démocratie, en masquant un petit peu leurs intérêts voraces parfois pour certaines ressources, en disant on le fait pour le bien de ce pays. Là, Donald Trump, il est sur un nouvel impérialisme que moi, dans un de mes articles, j'ai appelé l'impérialisme trumpien, c'est j'interviens dans mon propre intérêt et je l'assume. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une révolution dans l'espèce de monde de prédation qu'il est en train de mettre en place. C'est quand même assez unique, cette opération. On l'a évoqué un petit peu juste avant, un pays qui attaque un autre au mépris du droit international, qui va aller capturer son président. En quoi est-ce que c'est aussi unique ? Ça veut dire, il y a d'autres attaques, la Russie a bien attaqué l'Ukraine, en quoi c'est unique ? Je pense que faut pas être non plus naïf sur le passé, parfois, justement ce que je disais, interventionniste des États-Unis. Il y a déjà eu des dirigeants exfiltrés, notamment au Panama en 89 par les États-Unis. Là, c'est vraiment justement le discours qui l'entoure et la brutalité avec laquelle on assume de ne pas respecter le droit international, de ne pas respecter l'ordre mondial. Et en fait, ça fait écho justement à l'attaque russe en Ukraine, à l'intervention russe en Ukraine, parce que très clairement, dans son opération militaire spéciale, telle qu'il l'appelle, Vladimir Poutine, il se fiche des règles, il se contrefiche des règles. Et le reste du monde s'est indigné du fait qu'il se fichait du droit international et qu'il ne respectait pas la souveraineté d'un pays. Quand la première puissance mondiale qui s'est assumée comme étant le premier gendarme du monde pendant presque un siècle, fait exactement la même chose et l'assume, c'est un précédent complètement dingue. Ça veut dire que Donald Trump donne raison à Vladimir Poutine. Il dit à Vladimir Poutine, je peux faire la même chose que toi. Et en fait, il l'autorise aussi à le faire. Et je pense que ça dit beaucoup de choses de la collusion qu'on a vue ces derniers mois de manière un peu en filigrane entre Trump et Poutine. Trump est assez d'accord avec le monde que Poutine veut construire aujourd'hui. C'est-à-dire que la vision du monde par Trump, c'est une vision où il y a des grandes puissances qui se partagent un certain nombre de territoires et qui vont pouvoir commercer entre elles. En gros, un espèce de grand marché à ciel ouvert avec des investisseurs voraces qui écrasent les plus petits. C'est exactement le monde qui est en train de dessiner Trump. Et pourquoi est-ce que cette attaque-là, elle est unique ? Parce que c'est son expression la plus frappante depuis qu'il est revenu au pouvoir le 20 janvier 2025. Avant d'embrayer sur ce que tu nous expliques, peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'impérialisme américain historiquement, parce qu'en fait, tout ça repose sur une doctrine, la vieille doctrine Monroe, remise au goût du jour par Donald Trump, qu'il a lui-même renommée, je le disais en intro, doctrine Donroe. Ouais. C'est quoi ? Alors, la doctrine Monroe, donc Monroe, c'est un ancien président américain du début du 19e siècle, donc ça date, c'est un des premiers présidents américains. Et en fait, à l'époque, donc c'est autour des années 1820, tout un tas de pays d'Amérique latine commencent à prendre leur indépendance de la couronne d'Espagne. Ils sont notamment dirigés par un homme qui s'appelle Simón Bolívar et qui est devenu d'ailleurs une star au Venezuela. C'est vraiment la grande figure nationale et d'ailleurs une figure dont se réclamait Nicolás Maduro. C'est intéressant de savoir ça, sachant qu'à l'époque, Monroe installe une doctrine qui autorise les États-Unis à venir
soutenir les pays d'Amérique latine et centrale si jamais ils sont agressés par des puissances européennes, par les grandes couronnes européennes de l'époque, par les grandes monarchies européennes, qui sont les anciens colons et qui ne voient d'un mauvais œil l'indépendance de tous ces pays. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez positif, même si c'est un peu paternalisant, mais c'est la grande démocratie américaine, la première démocratie de l'histoire moderne, qui décide d'aller défendre les petites démocraties naissantes sur son continent. Il y a eu un premier corollaire à cette doctrine au début du XXe siècle, avec Theodore Roosevelt, un ancien président lui aussi, qui a estimé que quand il y avait... Donc là, on commence à partir dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'interventionnisme vorace. Il estimait que quand un pays d'Amérique ne respectait pas les intérêts des États-Unis, il était possible que les États-Unis interviennent pour changer le régime en place. C'est ce qui s'est passé en Haïti, notamment, au début du XXe siècle. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus... je montre mes muscles, beaucoup plus brutal et beaucoup plus colonisateur aussi, d'une certaine manière. Donc généralement, c'était changement de régime, hop, on dépose le dirigeant au pouvoir, on permet à l'opposition de s'installer et on revient chez nous. Et Trump, fin 2025, là, il publie sa stratégie de sécurité nationale. Donc c'est un document qui permet de définir la politique des États-Unis à l'étranger. Et il annonce qu'il va créer un nouveau corollaire à la doctrine Monroe, qui sera le corollaire Trump. Donc il s'amuse aujourd'hui à appeler ça la doctrine Monroe. Et clairement, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle reprend aussi le corollaire de Roosevelt, mais en allant encore plus loin. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est en fait, je peux prendre le pouvoir et occuper le pays. Et m'emparer de ses ressources tant que c'est dans l'intérêt des États-Unis. Donc là, on va sur en fait, une expansion sans limite. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure dans le chat, cette espèce d'expansion capitaliste sans frein. En fait, rien ne l'arrête plus dans son précaré, qui est l'Amérique latine. Enfin, en gros, tout le continent américain, du Chili et de la pointe de la Patagonie jusqu'au nord du Canada, en passant... aussi par le Groenland, visiblement. Ouais. Et il dit, voilà, nous, c'est notre zone d'influence. Donc, on sera maître dans cette zone d'influence. Et en fait, ça laisse entendre que maintenant, la Chine est maître de sa zone d'influence en Asie. Donc, pourquoi pas, ils peuvent envahir Taïwan. Ça laisse entendre que la Russie peut être maître dans sa zone d'influence. Donc, pourquoi pas récupérer non seulement l'Ukraine, mais pourquoi pas aller attaquer les pays baltes, tous les pays d'Europe de l'Est, tous les anciens pays du bloc soviétique. Et en fait, c'est particulièrement problématique, notamment pour l'Europe, qui se rend compte qu'elle a perdu un allié. Donald Trump n'est plus un allié de l'Europe. Ce n'est plus... Les États-Unis se fichent du destin du continent européen. Et pour Donald Trump, c'est concret pour dès maintenant, dès aujourd'hui, puisque je le disais aussi en intro, il y a plusieurs pays qui sont visés aujourd'hui par Donald Trump. Cuba, la Colombie, tu en as un peu parlé, le Groenland. Concrètement, ils risquent quoi, ces pays ? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Avant, on pensait que c'était un peu des paroles en l'air. C'est-à-dire que juste après son élection, là, en octobre 2024, en novembre 2024, il a commencé à avoir un discours, notamment sur le Groenland. Alors, il l'avait déjà un peu eu en 2019, l'idée que ce serait pas mal d'aller récupérer les ressources du Groenland, parce qu'il y a beaucoup de terres rares, de minéraux très importants, et surtout, ça donne un accès sur l'Arctique. Donc, c'est un territoire très stratégique. Et là, il est revenu en force juste avant son investiture début 2025 en disant, en fait, on va annexer le Groenland. Et tout le monde a dit, non, mais c'est performatif, il essaye de s'imposer, il veut nous faire peur, etc. Il a aussi dit, on va récupérer le canal de Panama parce que c'est les États-Unis qui l'ont construit. Et donc, il n'y a pas de raison qu'en fait, on ne garde pas ce bout de territoire du Panama qui est aussi fondamental pour le commerce mondial parce que tu as toute une partie des navires qui viennent d'Asie et qui vont vers l'Europe qui passent par là. Il y a aussi eu la question du Canada qui voulait annexer comme étant le 51e État. En fait, on pensait que tout ça, c'était de l'exagération comme Trump nous avait habitués à toutes ces frasques depuis sa première élection en 2016. Et là, en fait, ce qui est très inquiétant avec ce qui s'est passé au Venezuela, c'est que dans la foulée de cette arrestation, il commence à dire, et en fait, on va peut-être aller arrêter un président, pour le coup, démocratiquement élu en Colombie, parce qu'en fait, dans son pays, il y a beaucoup de cocaïne qui est produite. Il commence à dire, on va peut-être aller chercher... Alors, Cuba, en fait, c'est presque la suite logique du Venezuela. D'ailleurs, son secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est d'origine cubaine, il y a beaucoup d'exilés cubains aux États-Unis qui sont très anti-castristes. Castro, c'est justement celui qui a mis en place le nouveau régime en faisant la révolution dans les années 60 à Cuba, enfin en 59 très exactement. Et voilà, il se dit, en fait, à partir de maintenant, j'ai réussi avec Maduro, mais je peux le faire à peu près partout. Parce qu'en fait, ici, c'est chez moi. Les États-Unis,
c'est l'espèce de capitale des Amériques. Et en fait, on peut s'occuper et s'arroger n'importe quel pays comme si c'était, je sais pas, des filiales d'une entreprise où on a droit de changer un président pour un autre parce qu'on l'estime plus assez efficace ou plus assez soumis aux intérêts du grand patron que seraient les États-Unis. Ce qui est terrifiant avec le Groenland, c'est que c'est un territoire qui appartient au Danemark. Le Danemark fait partie de l'OTAN. Ça pose des questions majeures. C'est-à-dire comment est-ce que Trump est en train de détruire l'OTAN. C'est la preuve même. Il veut complètement détruire cette alliance de sécurité, donc qui rassemble beaucoup de pays européens. Il y a aussi la Turquie, qui était censée protéger les Européens de la Russie soviétique pendant la guerre froide, et qui est aussi perçue comme une menace par Vladimir Poutine. Donc on se rend compte qu'il est en train de détruire toute l'architecture de l'ordre mondial qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il est prêt à plomber, voire même à affronter ses anciens alliés pour arriver à ses fins. Et c'est extrêmement inquiétant. On a une réaction dans le chat qui... Attends, je vais juste remonter parce que ça m'a fait mourir de rire. C'est Boulette Décratum qui se demande mais où trouve-t-il toute cette énergie et qui nous répond apparemment au Venezuela. Ouais, alors là, c'est... Non, et puis il y a autre chose, c'est marrant qu'il mentionne Bardella, parce que donc, c'est Bardella qui avait dit ça au sujet de Trump dans une émission, mais il a aussi quand même quelque chose d'assez impérialiste en Europe, c'est que il essaye de soutenir tous les mouvements d'extrême droite en Europe pour qu'ils prennent le pouvoir. Et de ce point de vue-là, il est quand même sur une opération de déstabilisation de l'Europe qui est majeure. Oui. Et qui ressemble à ce que la Russie, Poutine, peut faire aussi. C'est ce que tu évoquais juste avant, en fait. Et effectivement, Trump semble s'accorder avec la vision du monde qu'a Vladimir Poutine. Si Trump se permet d'aller choper un président vénézuélien, si Trump se permet d'aller s'attaquer au Groenland, qu'est-ce qui nous permet de dire que la Russie ne peut pas le faire ? En milieu de tout ça, il y a l'Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? C'est la même logique de prédation. Ce qui est... L'Europe, c'est quand même un continent puissant, même si, en fait, dernièrement, on a tendance à en souligner uniquement les faiblesses. Moi, ce que je trouve un peu triste dans la séquence qui vient de s'achever, c'est que, à part l'Espagne, l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne ont été assez mous pour condamner. En fait, il n'y a pas eu de condamnation de ce qui s'est passé. Il y a eu plutôt une sorte de... La réaction de Macron est quand même hallucinante. Hallucinante. Il salue le départ d'un dictateur en la personne de Nicolás Maduro et une sorte de soulagement pour les Vénézuéliens qui, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui sont soulagés de savoir que Maduro va partir, mais l'entrave au droit international, le fait qu'il vient peut-être de jeter le Venezuela dans une future guerre civile, parce qu'il y a des gens qui vont pas... C'est un pays lourdement armé, qui vient de traverser 15 ans d'une crise économique majeure. Ça a créé une polarisation gigantesque. En fait, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais le Venezuela est un pays meurtri par la dictature et le régime de Nicolás Maduro. Et le fait de rajouter une incertitude parce qu'en fait, il n'a pas prévu la transition politique là-bas. Ça crée potentiellement un bordel monstre, si tu me permets l'expression. Et le fait que le président français soit pas capable de rappeler à l'ordre sous prétexte que Trump est trop puissant, qu'il ne faut pas le froisser parce qu'en fait on risquerait de l'énerver, c'est un peu un aveu de faiblesse. Et surtout, c'est ne pas reconnaître que Trump se contrefout désormais des Européens et qu'il ne veut plus être notre allié. Ouais. Et le seul dirigeant européen qui a vraiment utilisé les bons mots, c'est Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, qui a condamné le fait que c'était un non-respect du droit international, que quand bien même Nicolás Maduro est un dictateur, ce n'est pas une façon de faire. Ouais. Et le fait que l'Europe, je pense que la leçon qui devrait être tirée d'un point de vue européen de cette crise, c'est qu'il faut que désormais l'Europe parle, en tout cas l'Union européenne, parle d'une seule et même voix pour résister à Trump. En plus, il a cette personnalité-là, Trump, de respecter les tough guys, les gens qui ont un peu de la puissance. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, il assiste trop souvent à des dirigeants européens qui viennent le caresser dans le sens du poil, qui viennent lui dire, essayer de le séduire pour obtenir des choses. Quel résultat ça a eu pour l'instant ? Sur les droits de douane. Sur les droits de douane, il y avait eu un truc assez hallucinant où l'Europe a accepté un accord qui n'était pas du tout favorable pour nous. Exactement. Accepté quand même. C'est ultra problématique et
sur la question des négociations de paix en Ukraine, ça l'est encore plus. Alors, on voit qu'il y a une volonté de résister. Il ne faut pas non plus jeter tous les... Je partais dans une expression qui a disparu mais dans ma tête. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop cracher dans la soupe. Mais il y a un moment où, face à finalement ce non-respect des valeurs qui sont celles qui animent l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans tout le processus de la création de l'Union européenne, en fait, il faut défendre ces valeurs. Et il faut les défendre face à ceux qui les piétinent. Boulette Décratum qui dit qu'en gros, c'est un bully qui respecte que celui capable de le marave. Sachant que personne n'est trop capable de le marave pour l'instant. C'est ça qui est aussi terrifiant. Donald Trump est en train de transformer le monde en Far West. En Far West. Alors, le problème, c'est qu'il est aussi peut-être en train de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'en détruisant toutes les alliances qui ont permis aussi aux États-Unis d'être la première puissance mondiale après la Seconde Guerre mondiale, en détricotant tout l'État fédéral à l'intérieur des États-Unis pour virer tous ses opposants, pour supposément faire des économies en fait en imposant un nouveau monde un peu ultra-capitaliste où les riches s'en mettent plein les poches et où les pauvres finalement, contrairement à ses promesses de campagne, ont de plus en plus de mal à survivre. Il est en train d'affaiblir les États-Unis. Il est en train de les affaiblir et le mal qu'il est en train de faire dans son pays risque à terme de faire perdre sa place aux États-Unis comme grande puissance mondiale et peut-être se faire dépasser, notamment par la Chine, qui en fait reste un peu dans l'ombre en ce moment et je pense se réjouit de voir les États-Unis s'aborder de la sorte. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que Donald Trump a mené cette opération, pourquoi est-ce qu'il fait toutes ces déclarations alors que lui-même, pendant sa campagne, disait vouloir faire en sorte que les États-Unis arrêtent d'être le premier gendarme du monde. Il y a un truc qui n'est pas clair pour moi, quelque chose dans sa stratégie que je ne comprends pas. En fait, il a cette façon de justifier ses interventions extérieures. Il y a un truc intéressant, c'est que pour justifier son désengagement du reste du monde, il s'est toujours présenté depuis le début de son mandat comme le président de la paix. Il n'arrête pas de dire qu'il a résolu 8 conflits. Et que bientôt, la guerre en Ukraine sera le 9e. Sauf que juste, précisons-le, c'est des paix en carton. Voilà, c'est souvent des paix en carton. Pour Il essaye de forcer le bras et en fait, il ne règle pas les causes profondes de ces conflits-là. Donc, c'est clairement des paix en carton. Ce qu'on dit moins, c'est que c'est aussi le président qui a le plus bombardé des pays étrangers sur un temps aussi court. Il a bombardé 8 pays différents. Il y a eu le Venezuela, mais il y a eu aussi l'Iran, il y a eu aussi le Nigeria pendant les vacances de Noël, où il a tapé des cibles djihadistes, la Syrie. Enfin, il a tapé 8 pays. Aucun autre président n'avait eu autant d'interventions extérieures. Alors, sa manière pour justifier ça, en disant en fait je suis un isolationniste comme je l'ai promis à mes électeurs, c'est de dire en fait ce que je fais à l'extérieur, c'est uniquement pour les intérêts américains. C'est une espèce de petite galipette pour justifier son action. Et là, il va dire en fait c'est super intéressant pour les États-Unis de pouvoir vendre le pétrole vénézuélien. Ça va nous faire gagner plus d'argent. Et avec cet argent, en fait, je vais vous améliorer vos conditions de vie. Ça, c'est le discours officiel. Après, il y a la situation politique dans laquelle il est en ce moment, Donald Trump, aux États-Unis. Malgré tout son espèce de comportement ultra-viriliste et je suis le plus fort, etc., il est dans une situation politique plus complexe que quand il est arrivé au pouvoir il y a bientôt un an. L'économie ne s'est pas améliorée. Il y a toujours de l'inflation, qui a été d'ailleurs aussi provoquée par sa politique tarifaire, ses droits de douane. L'économie américaine s'en sort parce qu'elle est tirée par l'intelligence artificielle qui draine des investissements massif. Il y a aussi une crainte que ce soit une bulle. Si cette bulle éclate, l'économie américaine ne s'effondre pas, mais en tout cas peut tomber en récession. Et en fait, les Américains qui l'ont élu, pas les fans 100% de Trump, mais ceux qui se disaient Trump est un meilleur candidat pour justement faire réduire les prix, pour améliorer ma condition économique. Ces gens-là, ils n'ont pas vu leur condition économique s'améliorer depuis un an. Et ils commencent à se dire, mais il nous a menti. Et en fait, cette performativité à l'extérieur est aussi une tentative de détourner l'intention de cet échec interne, qui est double. Il y a la question économique, puis il y a aussi un autre sujet qui est le dossier Epstein. Il y a déjà eu un super Twitch dessus avec mon prédécesseur Julien Gester, qui est en fait une affaire de pédocriminalité dans laquelle Trump a essayé d'étouffer au maximum. Et c'est ces deux affaires-là qui érodent son soutien au sein de sa propre base et au sein de cette espèce d'Amérique qui change un peu parfois de vote pour essayer d'améliorer ses conditions, qui pense plus
de manière un peu individuelle à ses conditions présentes en disant en fait, moi, je veux payer mes factures. Ouais. Je me fiche un peu de la guerre en Ukraine. Ce qui est peut-être difficile à comprendre, mais pour eux, en fait, c'est un conflit lointain. Ils ne comprennent pas l'implication des États-Unis. Ces gens-là, aujourd'hui, ils se disent, mais est-ce que Trump fait vraiment ce qu'il a promis? Parce que moi, je ne vois pas mes factures baisser. L'inflation continue. Il y a de moins en moins de travail parce que le chômage est toujours assez fort là-bas. Alors, si on compare à la France, ce n'est pas exactement la même chose, mais voilà, il n'arrive pas à résoudre les problèmes des gens qu'il avait promis de résoudre en un claquement de doigts comme ça. Est-ce que ça, ces déclarations à l'international, toutes ces volontés à l'international viennent effriter sa cote de popularité, entre guillemets, sa légitimité, notamment par rapport à ses aspects économiques? Est-ce que les gens peuvent se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il fout à aller se faire chier au Venezuela? Qu'est-ce qu'il se fout à aller se faire chier à Cuba, en Colombie, au Groenland? Je vois pas mes factures baisser. C'est très possible. Et alors, c'est toujours un peu difficile à mesurer, mais il y a un petit indice qui est intéressant ces derniers mois. On en a un peu parlé dans l'IB, mais il y a une élue républicaine, MAGA. Donc MAGA, c'est Make America Great Again. C'est le mouvement de Trump. Généralement, c'est ceux qui sont le plus motivés pour le défendre. Elle, c'était vraiment une élue de la Chambre des représentants du sérail. Elle était adepte des théories du complot. Elle était ultra violente dans ses sorties. Et en fait, elle a complètement changé de position ces derniers mois en disant « Mais je ne comprends pas Trump, en fait. Il ne respecte pas son plan America First. » Et elle s'est tellement exprimée qu'elle a fini par être répudiée par Trump, qu'il a rejetée. Et là, on voit, en fait, pourquoi est-ce que je parle d'elle? Parce que est-ce que c'est la même personne qui a lancé le Transparency Act sur les Epstein Files? Voilà, exactement. Elle a participé alors, c'était à la base deux autres congressman, Rohana et le nom du républicain m'échappe, mais elle les a rejoints. Et en fait, elle s'est fait répudier par Trump parce que, justement, elle le dérangeait à vouloir mettre à jour les dossiers Epstein. Elle le dérangeait à critiquer sa politique économique. Et là, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a réagi, cette personne, à l'attaque au Venezuela? Elle a dit, c'est encore une esbrouffe pour masquer les vrais problèmes des gens, qui sont les problèmes économiques. Marjorie Taylor Greene. Exactement. Voilà. On est le 6 janvier et il y a 5 ans, jour pour jour, c'était l'assaut du Capitole, ce que certains qualifient de tentative de coup d'État de Donald Trump. Et avec cette attaque au Venezuela, cet anniversaire funeste des 5 ans, ça permet un peu de faire le bilan de Trump 2. Où est-ce qu'il en est dans son propre pays? De ce que je comprends, ça pue un peu la merde. Disons que si on estime que l'attaque du Capitole a été finalement une sorte de tremblement de terre pour la démocratie américaine, ce que disaient beaucoup de gens à l'époque, en fait, la démocratie a tenu, mais elle a failli sombrer. Le fait qu'aujourd'hui, Donald Trump, de retour au pouvoir, célèbre cette attaque comme un jour pacifique, et c'est ce qu'il fait. Il est en train de réécrire l'histoire pour faire passer les émeutiers du 6 janvier comme des victimes, des prisonniers politiques. Il les a tous graciés quand il est revenu au pouvoir l'an dernier. Et en fait, il est en train... Je trouve que c'est le plus grand symbole de la manière dont Donald Trump est en train d'essayer d'effacer la démocratie américaine. Ouais. Et le fait qu'il arrive à célébrer aujourd'hui une attaque contre la principale institution démocratique des États-Unis, qui est le Congrès, où se retrouvent les élus qui sont censés en fait contrebalancer la politique exécutive du président, c'est dramatique parce que c'est tout le symbole de la démocratie américaine qui, certes, ne s'est pas effondré le 6 janvier 2021, mais s'effondre depuis le 20 janvier 2025 et le retour de Donald Trump au pouvoir. Il est en train de saborder toutes les institutions démocratiques. Il a réussi à avoir une majorité au Congrès qui ne lui oppose aucune résistance à toutes ces politiques. Il a aussi la Cour suprême, donc le pouvoir judiciaire, qui est acquis à sa cause, qui valide toutes ces lois. Donc on a les trois pouvoirs. Enfin, on a les trois pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs qui se retrouvent dans les mains d'un seul homme. Et ça, c'est tout l'inverse. Enfin, relisez Montesquieu, c'est tout l'inverse d'une démocratie. Et donc, je trouve que le symbole d'avoir cette attaque contre le Venezuela hors de tout cadre légal, hors de tout respect démocratique, pile 5 ans après le 6 janvier, c'est un peu le parachèvement du projet funeste que Donald Trump prévoit pour les États-Unis. Après, j'ai presque l'impression que Donald Trump, il nous fait un tuto depuis son retour au pouvoir, comment faire tomber une démocratie dans le fascisme. Et à vitesse accélérée. Bon, tout ça est très, très déprimant.
il va se passer quoi dans les prochains jours? Bon, à la fois dans l'affaire qui nous rassemble, le Venezuela, Nicolas Maduro qui est actuellement aux États-Unis, mais aussi pour les autres pays, Cuba, la Colombie. Trump disait que Cuba était prête à tomber et s'effondrer quasiment toute seule. Bon, est-ce que tu peux nous faire un peu la voyante avec tout ce que tu sais, toute ton expertise, Ça va être pour compliqué, qu'on mais on va comprenne ce essayer. qui va se passer pour ces prochains jours? Déjà, il va y avoir la question de la gouvernance du Venezuela qui se pose déjà. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, on va repartir sur une nouvelle, en fait, juste un régime chaviste 2.0 avec un autre gouvernant à la place de Maduro? Est-ce que, au contraire, les États-Unis vont à nouveau bombarder parce que ils vont sentir que c'est pas dans leurs intérêts de laisser ce régime-là rester en place? Est-ce qu'il va y avoir effectivement des élections? Enfin, il y a tout un tas d'incertitudes qui malheureusement présagent pas de choses très positives pour le Venezuela. Ensuite, la question, c'est est-ce que maintenant il va se sentir assez fort et assez confiant pour mettre toutes ces menaces à exécution? Est-ce qu'il va effectivement aller rentrer dans une confrontation directe avec un allié de l'OTAN, le Danemark, en essayant de rafler le Groenland? En fait, j'ai envie de dire que maintenant, c'est de l'ordre du possible. C'est plus une blague. Et c'est ça qui est très inquiétant. On va peut-être quand même pouvoir finir sur une note un peu positive. On le disait tout à l'heure, il y a une faiblesse au sein de ses soutiens. Il y a une faiblesse au sein de la société américaine et il essaie de détourner l'attention avec ses opérations à l'extérieur. Et à la fin de l'année, il y a des élections de mi-mandat. Ça ne va pas changer le cours de l'histoire, mais si les démocrates, parce que donc, les États-Unis, c'est un système bipartisan. C'est exactement ce que nous soulève Calistera. Est-ce qu'il en aura le pouvoir? Les midterms arrivent, il me semble. Qu'est-ce qui peut se passer 2026. en novembre pour les midterms? Les démocrates peuvent éventuellement reprendre la Chambre, le Sénat et la Chambre des représentants, donc le Congrès, et en fait commencer à récupérer le pouvoir législatif. Donc ils pourraient commencer à bloquer certains décrets, ils pourraient freiner l'action de Trump. Ça risque de ne pas le freiner au niveau international, mais ça risque déjà de le freiner en interne. Et ça peut signaler au moins un signal, enfin ça peut envoyer un signal positif sur le fait que les États-Unis ne sont pas Donald Trump. Qu'une partie des États-Unis veut résister à cette espèce de vague, de cette déferlante trumpienne qui est en train de changer le monde et d'en faire un endroit un peu infernal. Et pourquoi pas de commencer à espérer qu'en 2028, ce soit pas un héritier de Trump qui récupère le pouvoir à la Maison-Blanche, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui essaye de réparer la démocratie américaine. Il y aura du taf, mais au moins, voilà, on sortira de cette espèce de pente à 90 degrés dans laquelle il nous a entraînés depuis des mois. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va avoir du travail ces prochains jours, ces prochaines semaines et prochains mois. Merci beaucoup d'avoir regardé le Libescope. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à Libération, car c'est là que le combat continue.